Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, eh bien félicitations, eh bien oui, parce que nous entrons déjà dans la troisième partie de notre top 50. Alors oui, je me suis changé parce que bon, vous comprenez bien que il fait chaud et je ne vais pas rester avec le même t-shirt jusqu'à la fin, donc normalement ce t-shirt là vous l'aurez jusqu'au bout. On peut entrer dans notre troisième partie, allons-y. Et oui, malheureusement, je suis désolé pour tous ceux qui sont fans de Lissana, hein, les petits kikoulols, pardon, comme on aime les appeler, mais elle ne fait malheureusement pas partie de mon top 10. Mais vous découvrirez ça un petit peu tout à l'heure. Pour l'instant, parlons de Lissana. Bien évidemment, je reconnais parfaitement la gentillesse de ce personnage, sa dévotion envers la guilde et ses amis, et surtout la complicité avec Natsu étant enfant était très émouvante et très bien mise en scène aussi, je trouve. Malgré tout, je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'histoire a voulu absolument la réintégrer dans l'intrigue, surtout que son histoire avec Natsu était terminée, son passage à la guilde également, et puis le fait qu'on l'imagine morte, eh bien c'était tout simplement l'émotion, il y avait de la tristesse, de la douleur, c'était bien mis en scène. Donc oui, parfois on est déçu de voir des personnages qui partent rapidement de séries qu'on approuve, mais pour Lissana, peut-être qu'il aurait fallu le faire, hein. Surtout qu'elle a clairement eu le rôle de deuxième, voire de troisième larron par après. Si la dernière saison de Fairy Tail est très pauvre, voire très triste à certains moments, et encore triste ce n'est pas le meilleur mot pour qualifier cette dernière saison, eh bien elle a quand même eu le mérite de m'offrir un personnage coup de cœur, eh bien oui c'est un personnage coup de cœur, en la personne de Dimaria, la fameuse magicienne chevalier de la guilde Alvarez. J'adore tout particulièrement son côté chevalier, elle a une force phénoménale, une magie surpuissante, et par moments je vous avoue qu'elle me fait beaucoup penser à Erza au niveau de ses armures, de la façon dont elle aborde les combats, donc voilà, ça a un petit peu aidé pour le coup de cœur, je dois le dire. Ah, Yuri, le fameux grand-père de Makarov qui, selon moi, et je pense que vous le serez également, mérite très clairement de faire partie de ce top 50. J'admire la détermination de ce personnage, la fougue de la jeunesse qu'il entretient et qu'il nous démontre, et surtout l'espèce de complicité, entre guillemets, de grande sœur avec Mavis. Voilà, ils ont vraiment une complicité grand frère, grande sœur, et c'est vraiment très émouvant, je trouve, et encore une fois, c'est très bien mis en scène. Bien sûr, il a également une très belle complicité avec Precht et Warod, mais c'est normal, ils sont amis depuis des années, et moi j'ai envie de me dire, je trouve ça quand même beau que Yuri a su mettre un petit peu de côté son ego surdimensionné pour créer une guilde avec tous ses amis, et oui, c'est peut-être un petit peu gag, un petit peu rose bonbon, mais moi parfois j'aime bien. C'est un petit peu dommage qu'on ait juste eu quelques bribes de son passé et de son histoire et qu'on n'ait tout simplement pas eu un arc complet sur Yuri, sur la famille Draher, que ce soit Luxus, que ce soit Alexei, le père de Luxus. Donc voilà, ça aurait été bien d'avoir véritablement un spin-off sur toute la famille Draher parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette famille-là. Mais bon, il faut bien le reconnaître, entrer dans le top 50, pardon, le top 30, que dis-je, c'est déjà pas mal, on peut continuer. Je vais vous avouer une chose, les mages de Lamia Scale ne sont pas mes préférés, mais ce n'est pas pour autant que j'en dénigre certains. Et d'ailleurs, le beau Jura, hein, le mage sacré, en fait partie de ce top 30 et il mérite amplement sa place. Ce mec est quand même costaud, il a une prestance incroyable, je suis admiratif de sa magie, hein, sur les matières de roche notamment, et puis il faut bien avouer que sa présence dans les mages sacrés n'est pas illogique, elle est totalement justifiée, elle est totalement méritée même. Donc voilà, il y a beaucoup de points que j'adore chez ce personnage. Sans faire le faillot, je trouve très honnêtement que le combat entre Luxus, le mec de Sabertooth dont j'ai oublié son nom, et Jora justement, voilà, je ne trouvais plus son nom, est quand même un des plus palpitants de l'arc des jeux magiques. Et dans les jeux magiques, Jora a quand même été impressionnant tout au long du tournoi. Ce que je regrette particulièrement, c'est qu'on le force, je trouve, hein, personnellement, à intervenir dans beaucoup trop d'arcs depuis Horation 6. Sérieusement, est-ce que c'est obligatoire qu'il faut à chaque fois forcer un personnage à intervenir? Je veux dire, le mec, il est présent dans les jeux magiques, il est présent, je pense, dans l'arc Tartaros, il est présent dans l'arc Alvarez. Donc oui, à un moment donné, d'accord, c'est un très bon personnage, mais est-ce qu'on peut pas le laisser en paix, tout simplement, ou c'est trop demandé?
Je reconnais parfaitement, et c'est pas enfin c'est un de mes préférés, mais bon, voilà, on se passera des détails, que l'Arc Edolas c'est très long. Il est très long, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de personnages, c'est difficile de s'y retrouver, mais il y en a particulièrement qui m'ont marqué, dont la fameuse Edo-Lucie. Ah oui, hein, la fameuse homologue de Hearthland, totalement différente d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, j'adore parfaitement le contraste avec son homologue d'Hearthland qui est beaucoup plus pudique, beaucoup plus réservé, alors que Edo-Lucie, voilà, elle est beaucoup plus entreprenante, elle adore parler comme un mec, comme un charretier, comme on aime dire, et puis surtout, elle a quand même un côté assez sadique, il faut dire. Bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne, évidemment, Edo-Lucie, comme son homologue de Magnolia, est dévouée envers ses amis, envers sa guilde, et surtout, elle est très combative, peu importe les situations, que ça soit dangereux ou pas du tout, elle aime aller au combat, elle aime aller au charbon, comme on dit. Malheureusement, encore une fois, elle disparaît beaucoup trop rapidement après l'Arc Edolas, qui a clairement été laissé à l'abandon une fois que ça a été terminé. Voilà, il n'y a plus de retour en arrière possible, et c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir quelques épisodes en plus pour suivre les nouvelles aventures d'Edo-Lucie, de ses compagnons, et de savoir comment, justement, Mistgunn maîtrisait le royaume d'Edolas. Oui, vous avez bien lu la transition, j'ai mis Angel ou Sorano, comme vous aimez l'appeler, sur les sites officiels, c'est à vous de voir, mais elle fait partie de ce top 30. Mais bien sûr, c'est normal. Elle a quand même une nature qui est très intrigante, surtout avec les Horation Seis, dont on a pu voir quelques bribes de son pouvoir et de son talent. Elle est surtout malsaine, voire sadique, encore une fois, par moments. Bizarrement, les deux qui se suivent ici aiment être sadiques et provoquer du mal envers ceux qui les entourent. Quand vous vous rendez compte que c'est un petit peu elle qui a tué Karen et donc qui est un petit peu à la base des emmerdes entre Loki et les esprits et tout ce qui s'ensuit, ça fout quand même un peu les jetons, quoi, de se dire qu'elle a tué une magicienne constellationniste, qu'avec Lucie, elle était prête à parier sa vie également. Donc oui, voilà, il y a un petit peu ce côté sadique, mais d'un autre côté, j'adore sa personnalité et puis j'apprécie également sa repentance, comme avec Cobra. Eh bien oui, parce que comme Cobra l'a fait bien avant elle, Angel a également su se rendre compte que tous les crimes qu'elle a commis étant plus jeune n'étaient pas la meilleure solution, n'étaient pas le meilleur chemin à suivre. Et donc elle a décidé justement de rectifier le tir et de s'orienter vers une nouvelle vie où elle ne fera plus de crimes, où justement elle aidera les gens les plus démunis pour surmonter les crimes, tout simplement. Encore une fois, c'est très dommageable que cette repentance arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, un petit peu de nulle part. J'aurais apprécié qu'on ait justement quelques épisodes explicatifs afin de savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée à se repentir, qu'est-ce qu'elle a décidé de mettre en place pour y arriver. Donc ça aurait été sympa de le connaître, mais elle mérite amplement sa place dans ce top 30, de faire partie de ce long top 50, et je suis même d'ailleurs ravi de voir le rôle qu'elle est en train de jouer dans l'Arc d'Alvarez dans cette saison finale. Si vous aimez l'alcool et les filles qui parlent comme des charretiers et qui portent souvent des bikinis avec presque aucun pull, tout simplement, peu importe les saisons, eh bien Canal Perona est la femme de votre vie, les gars. Blague à part, Canal Perona, on s'en rend pas assez compte, je trouve, dans l'animé, mais elle a quand même un rôle déterminant au sein de la guilde. C'est quand même une magicienne qui n'a pas peur de secouer, voire de rentrer dans ses camarades pour justement les ressaisir et les secouer. Elle a une combativité à toute épreuve, elle est émouvante, elle a un passé douloureux surtout, elle a une très belle complicité père-fille avec Gildart, et puis dans n'importe quel combat qu'elle a mené avec Fairy Tail, elle a été au bout, quoi. Elle a assumé, et elle n'a pas eu peur, même parfois si c'était dangereux pour sa vie. Donc oui, sur tous ces points, elle est parfaite, il n'y a pas de défaut, mais il y en a quand même, parce que si tu es 24e de ce top 50, c'est qu'il y a quand même des petits défauts dans la matrice. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas et que je ne peux pas approuver chez ce personnage, je suis désolé, c'est comme ça, c'est tous les avantages qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'on va lui donner une place de mage de rang S facilement sur un plateau d'argent, on va lui donner les pouvoirs ancestraux de la guilde, c'est-à-dire Fairy-Glitter, tout ce que tu veux, les pouvoirs que même Mavis a mis des années à maîtriser. Voilà, elle va être au cœur de chaque combat, donc on essaye vraiment d'en faire la tête d'affiche de cet animé, et je trouve que ça n'a pas de sens, je suis désolé. Je suis désolé pour tous les fans des dragons jumeaux, mais Sting sera le seul des dragons jumeaux que vous verrez dans ce top 50. Eh bien oui, parce que j'ai choisi une alternative à son alter ego Rogue un petit peu plus haut, vous le verrez.
Alors ce chasseur de dragons, il est arrogant, il est puissant, il est drôle, il est touchant, il est émouvant. Et puis avouons-le les gars, son combat contre Natsu la salamandre était quand même stylé, même s'il s'est fait démolir. Voilà, il s'est pris une sacrée raclée quand même. Son admiration envers Natsu la salamandre est compréhensible et on peut tout à fait comprendre son ambition de vouloir dépasser le héros qu'il a tant admiré étant enfant. Donc oui, sur tous ces points, j'adore ce personnage parce que voilà. Et puis n'oublions pas, hein, son amitié avec Lecter, c'est-à-dire son petit chat, est également très émouvante et très touchante. Mais comme Jorah, malheureusement, il est toujours appelé en renfort et je trouve que ce n'est pas rendre service au personnage, pardon. Justement, on n'apprécie pas vraiment le personnage, on a du mal à s'associer à lui, à s'identifier à lui. Il est vraiment noyé dans la masse comme beaucoup de personnages dans Fairy Tail. Donc pour Sting, c'est vraiment dommage. Alors, 2 membres d'Edolas dans cette troisième partie du top 50, à ce niveau-là, c'est plus un cadeau, c'est une offrande. Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, évidemment, vous en doutez, Erza Scarlet est une de mes waifus préférées, on va dire ça comme ça, tout manga confondu, mais j'avoue très volontiers que son alter ego d'Edolas ne me laisse pas insensible, oh que non. Au-delà de sa beauté, bien évidemment, mais Erza est toujours très belle, ce n'est pas là le problème, elle est méchante de nature, elle a un caractère de leader, elle sait mener ses troupes au front, et puis j'ai vraiment trouvé cette idée ingénieuse de montrer Erza Scarlet dans le côté des méchants. Et puis n'oublions pas, parce qu'on lui colle une étiquette de méchante, mais son rôle avant tout est donc de protéger et de servir la population d'Edolas, qui, je le rappelle à l'époque, était en manque cruel de magie, il n'en avait quasiment plus, donc on peut comprendre les motivations d'Erza Nightwalker dans ce combat, même si les méthodes qu'elle a choisies pour le montrer n'étaient peut-être pas les bonnes. Et puis, en tant que fan d'Erza hein, que nous sommes, on va pas se le cacher, son combat contre son alter ego est quand même un des plus mythiques de Fairy Tail, on va pas se mentir. Hein. On a toujours rêvé de voir notre personnage préféré affronter l'autre, et bien là, les deux sont affrontés et c'était un combat de titans, un combat de géants. C'est encore une fois décevant qu'on n'ait pas pu l'avoir un petit peu plus de temps après cette histoire d'Edolas, pour justement découvrir sa transformation en femme gentille, agréable plutôt qu'une sadique dominatrice, et peut-être l'avoir en couple avec Miss Gunn, hein, bah oui, vu que Jelal et Erza sont faits pour être ensemble, j'imagine que Miss Gunn et Erza Nightwalker, eh bien, filent le parfait amour à cette heure-ci, je le suppose. Ah, je sens déjà les fans kikoulol de Lucie Artfilia arriver dans le commentaire en disant « Oui, mais c'est pas normal, pourquoi est-ce que t'as mis Lucie 21ème sur 50, c'est grave ?» Mais oh les gars, 21ème sur 50, c'est déjà pas mal. Et j'ai mes raisons. Je reconnais bien volontiers et bien évidemment les qualités de notre petite blonde. Eh bien oui, elle a un passé douloureux, elle a un amour inconditionnel pour ses esprits, pour Natsu, une dévotion envers la guilde, envers tous ses amis bien évidemment. Elle se donne à fond sur chacun des combats qu'elle a faits. Elle a une très belle évolution, si on prend la Lucie du début de l'animé et celle de la fin. Voilà, elle a connu beaucoup de joie, de tristesse, de désespoir. Donc sur tous ces points-là, Lucie Artfilia réussit très bien, il n'y a pas de souci. Malheureusement, il y a des points que je peux pas lui pardonner à Lucie Artfilia. Je trouve que par moments, elle est beaucoup trop agaçante sur certains points, des caprices parfois qui n'ont aucun sens dans l'histoire et qui n'ont aucun putain de rapport. Et troisièmement, je ne supporte pas, mais alors je ne supporte pas qu'on utilise ce personnage à tout va comme prétexte global de l'histoire. Sérieusement, réfléchissez 2 secondes. Vous avez vu Fairy Tail plusieurs fois dans votre jeunesse, je suppose. Dans plusieurs arcs et dans plusieurs chapitres de l'histoire, on prend à chaque fois Lucie Artfilia, un personnage lambda en particulier, et on va essayer de créer une histoire entre eux, leur créer un lien, un background, alors que ça n'a aucun sens. Et moi, ce genre de truc dans un animé, ça m'agace. Vous rajoutez à ça des facilités scénaristiques, à gauche, à droite, au milieu, en haut, en l'air et tout ça pour accentuer le rôle important du personnage, alors qu'à la base, Lucie, je veux bien qu'au début c'est le personnage principal, mais après il y en a d'autres. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé et ça m'agace vraiment. Donc Lucie mérite pour ses points d'être à la 21ème place et à un rien du top 20. C'est sur cette belle petite note un petit peu venteuse évidemment, hein. J'espère que le vent ne vous aura pas gêné, mais que cette troisième partie de ce top 50 s'achève. Continuez de vous abonner à la Minute en Vrac et on se retrouve dès demain pour la 4e et avant-dernière partie où on abordera le fameux top 20. Qui a fini dans le top 20, qui a surpris, qui a déçu. Rendez-vous demain, salut.